Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet dont on m'a demandé de parler à plusieurs reprises. Il s'agit des addictions. Alors déjà dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qui fait que nous développons des addictions, d'où ça vient, et puis surtout comment comprendre le chemin pour en sortir. Alors évidemment, c'est pas cette vidéo qui va vous permettre de sortir comme ça de manière magique d'une addiction. Par contre, mon propos c'est plutôt de comprendre d'où ça vient, quel est le fondement de cela dans notre vie, si on est sujet à l'addiction, et qui sont plus ou moins importantes, et on va le voir, plus ou moins intenses selon ce à quoi on est addict. Et surtout, quelques clés pour entamer un chemin vers la libération. Parce que, évidemment, que les addictions, ça emprisonne, ça nous empêche d'être libres. Alors, déjà, dans un premier temps, comment on peut définir une addiction? C'est un besoin irrépressible de quelque chose. Donc il n'y a pas de contrôle sur son comportement, et c'est en lien avec comment je peux éteindre une tension émotionnelle qui est en moi. Donc on va voir que toutes les addictions, elles sont en lien avec ça, c'est-à-dire comment je peux diminuer l'intensité émotionnelle que je ressens et que je ne veux pas ressentir, par un comportement qui va m'amener justement à une addiction. Et les addictions, il y a des intensités différentes, où il y a des dépendances plus ou moins fortes. C'est-à-dire que dans l'intensité, est-ce que c'est vraiment émotionnellement trop compliqué, je suis vraiment en tension et je ne peux pas, et ça on voit quand après on arrive à des niveaux de dépendance très forts, c'est irrépressible en fait. Et puis par rapport au type d'addiction que l'on peut avoir, il va y avoir des addictions qui vont être plus fortes sur un plan physiologique. Et finalement, pour les personnes qui suivent les vidéos que je peux faire, je parle très souvent de ce qui est le fondement de ce qui nous pose problème tout le temps dans notre vie, et l'addiction ne va pas faire exception. C'est-à-dire que, en fait, quand je ressens une tension, je vais mettre en place un comportement pour essayer de supprimer cette tension. Et je vous renvoie à la première vidéo, #1, sur les colonnes de bec, pour bien vous permettre de comprendre en fait ce qu'il se passe déjà dans notre fonctionnement. Alors, bien sûr, il s'agit de tensions qui vont être générées par toutes nos peurs, et ça va être en lien avec le besoin que nous avons de sécurité, ça va être tout le temps en rapport avec des besoins, et un besoin de réconfort. Et les frustrations, j'en parle tout le temps. Alors, ce que j'entends par frustration, pour les personnes qui ne sont pas familières avec les vidéos que je peux faire, je fais juste un petit rappel, ce que j'appelle frustration, parce que parfois, ça peut sembler curieux, ce terme-là. Qu'est-ce qu'on y met derrière, je veux dire? En fait, ce que j'entends par là, c'est l'écart qui existe entre ce que je voudrais, comment je voudrais être, comment je voudrais que les autres soient, comment je voudrais que le monde environnant et mon avenir soient, et comment c'est finalement en réalité. Et ce que j'appelle la frustration, c'est l'écart qu'il y a entre les deux, entre ce que je souhaite et ce qui est en réalité. C'est ça qui va générer toutes nos frustrations qui, je le rappelle, entraînent toutes nos colères, toutes nos tristesses. Et évidemment, toutes les déclinaisons qui vont avec colère et tristesse. Voilà ce que j'appelle les frustrations. Et donc là, c'est en rapport avec un besoin de plaisir. Voilà, on a envie d'assouvir les plaisirs, et en lien avec la reconnaissance. On va voir que c'est parce que nous n'avons pas été reconnus en tant que personne singulière qu'on va courir toute notre vie à
cette chimère pour moi qui est de vouloir exister au travers du regard des autres, avoir une certaine reconnaissance. Et quand on ne l'a pas, quand on manque de ça, eh bien ça va nous mettre dans cette tension de frustration. Et derrière, eh bien que ce soit pour calmer nos peurs et toutes ces cousines, angoisse, inquiétude, soucis, et toutes nos frustrations, qui vont entraîner donc colère et tristesse, eh bien pour supprimer ça, nous allons mettre en place des comportements qui peuvent amener à des addictions si c'est justement répété. C'est-à-dire que tant que je ne sais pas accueillir les émotions et je ne comprends pas ce qui se passe intérieurement et que je ressens juste cette tension qu'il faut absolument que je calme, eh bien je vais avoir cette tendance à mettre en place des comportements pour essayer de supprimer ces tensions internes. Donc voilà, pour déjà comprendre ce qui se passe et comment on met en place une addiction. Et d'ailleurs, dans l'addiction, on va voir qu'il y a différents temps, c'est-à-dire qu'il y a soit cette peur, soit cette frustration, donc qui crée des émotions, une tension interne qu'on peut ressentir physiquement. Et du coup, on va trouver une stratégie comportementale pour essayer de supprimer cette tension par un produit, c'est souvent un produit, mais on va voir, ça peut être aussi sur l'aspect relationnel. On va mettre en place des stratégies comportementales pour essayer de calmer ces tensions. Et évidemment que au début, ça fonctionne plutôt bien. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à continuer à mettre en place ce comportement pour justement calmer cette émotion. Sauf que cette émotion, elle revient. Donc on a beau mettre en place la stratégie, à chaque fois l'émotion revient. La tension revient, parce que des frustrations et des peurs, c'est en permanence que nous en avons. La vie nous fait travailler sur ça tous les jours. Donc du coup, ça revient. Alors, eh bien, on va commencer à avoir une habitude, on va dire, qui va se mettre en place pour essayer de calmer cette émotion, mais qui revient. Alors donc du coup, on est obligé de remettre en place ce comportement. Et là, on va arriver à une phase qu'on appelle d'accoutumance. C'est-à-dire que il faut que je mette en place ce comportement-là ou que j'absorbe un produit, quel qu'il soit, on va revenir là-dessus, pour calmer ma tension. Mais au bout d'un moment, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Je vais avoir une certaine accoutumance, on va dire que, voilà, j'ai une tension là, je mets en place un comportement qui au début va être plutôt agréable dans le sens où ça va me réconforter, me sécuriser, me permettre d'assouvir un plaisir et d'avoir de la reconnaissance. Et donc du coup, ça va m'apaiser, sauf que toutes ces stratégies que j'aurais mis en place, eh bien, elles ne vont plus être suffisantes. Il va y avoir comme un phénomène d'accoutumance qui fait que il va falloir que je redouble de ces stratégies pour obtenir le même résultat qui permet de calmer ma tension. Et de là où justement il va y avoir une accoutumance, on va monter d'un palier pour redoubler, comme je viens de dire, toutes ces stratégies. Puis de nouveau, il va y avoir un palier d'accoutumance. Et puis de nouveau, on redouble de toutes ces stratégies où on augmente la dose des produits. Et de nouveau, il y a de l'accoutumance, et ainsi de suite. Et c'est là l'escalade. Et le phénomène d'accoutumance va finalement, là, amener à un autre phénomène qui est celui de la dépendance. À force de mettre en place ces comportements et que cette accoutumance venant, je suis obligée de remettre encore plus en place ces comportements, eh bien je vais finir par dépendre de ce produit, de ces comportements, pour essayer de calmer cette tension. Et c'est là le cercle vicieux. C'est-à-dire que plus je mets en place ces habitudes, plus c'est difficile de m'en séparer de cette habitude-là. In fine, les addictions sont toujours mortifères, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit justement par rapport à directement notre physiologie, selon si c'est plutôt l'alcool, la cigarette, le cannabis, les différentes drogues, eh bien en fait ça va impacter sur notre corps et puis sur notre psyché aussi, par rapport à l'estime de soi que l'on peut avoir. Donc on voit bien combien c'est mortifère. Alors, on va voir que il y a des addictions qui vont être plus en lien avec la peur et d'autres qui vont être plus en lien avec la frustration.
Alors, je vais mettre d'un côté effectivement toutes les addictions qui sont plutôt en lien avec les frustrations et toutes celles qui sont plutôt en lien avec les peurs. Alors, vous pouvez peut-être essayer, avant que je n'écrive, faire déjà un petit peu, vous, la liste de toutes les addictions et de quel côté elles sont. Ou si vous avez vous-même une addiction, de quel côté cela se trouve. Alors, du côté des frustrations, on va avoir toutes les addictions qui sont en lien avec les jeux. Alors que ce soit des jeux d'argent ou des jeux chez les enfants qui concernent les écrans. Voilà, tout ce qui est écran. Enfin, je dis les enfants, mais il y a aussi des adultes qui peuvent être assez addicts aux écrans. Ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec le sexe. Et on va dire ce qui précède aussi, c'est-à-dire tous les comportements de séduction où on va avoir parfois besoin absolument de séduire. Et ça peut être une addiction que de vouloir justement être tout le temps dans cette séduction. Et il y a aussi le sport. Alors quand c'est à outrance, hein, bien sûr, hein, quand c'est justement, on ne peut plus s'en passer. Alors, évidemment, dans tout ce que je vais dire, on peut aussi expliquer ça sur un plan physiologique, hein, au niveau hormonal. Justement, la dopamine dont on a besoin pour maintenir un certain niveau de motivation, par exemple. Donc, le sport, c'est quand j'ai ce besoin irrépressible et je ne peux plus m'en passer. Là aussi, il y a ce qu'on appelle les endorphines qui sont créées. Donc, du coup, on va être addict à ce bien-être que cela procure. Bien sûr, hein, là je parle à chaque fois des extrêmes. Les addictions, c'est toujours dans les extrêmes. Parce que si je joue de temps en temps, si je suis dans un jeu de séduction, si je fais un peu de sport, bien sûr que c'est pas addictif. C'est quand je ne peux plus m'en passer et que j'ai besoin de ça absolument pour calmer les tensions émotionnelles que sont les peurs et les frustrations. Et il y a aussi tout ce qui concerne les achats compulsifs. Voilà. Ça aussi, c'est en lien avec les frustrations. Et donc, vous voyez bien qu'on retrouve cette notion de plaisir et de reconnaissance. C'est-à-dire, dans les achats compulsifs, eh bien, je peux me payer ça, donc je peux exister à travers ça. Et puis, peut-être si ça concerne des vêtements, par les vêtements, je vais pouvoir exister aux yeux des autres. Ce sont des exemples que je donne. Dans le sport, eh bien, si j'ai un corps musclé, si j'ai des performances, ça va me permettre d'exister aux yeux des autres. Dans la séduction, bon, là ça c'est assez évident, et dans les jeux d'argent et les écrans, ça va être plutôt la notion de plaisir. Alors du côté des peurs maintenant, quelles sont les addictions qui vont être en lien avec les peurs? Alors il y a d'abord la nourriture, et je pense que tout le monde connaît ça. Chaque fois qu'il y a un peu de stress, voire beaucoup de stress, la nourriture va venir calmer. Et donc, souvent, la nourriture va être utilisée pour calmer la tension d'un certain stress. Donc, stress qui va être en lien avec justement les peurs. Ensuite, tout ce qui va être en lien avec la cigarette, pareil, hein, pour essayer de trouver un certain réconfort en soi, et l'alcool. Voilà, pareil, une certaine tension pour des personnes par exemple aussi qui seraient trop introverties, trop timides et qui avec l'alcool vont pouvoir être désinhibées et avoir moins peur du regard des autres et donc pouvoir être dans la vie sociale du fait justement d'avoir cette désinhibition créée par l'alcool. Les médicaments, voilà. Tout ce qui va être médicaments pour calmer l'angoisse, l'anxiété, etc. Et je mettrai aussi de ce côté-là par rapport au travail. Alors, bien, si j'ai peur de perdre mon emploi, si j'ai peur d'être mal vue, je vais en faire toujours plus, toujours plus. Donc on voit que pour les workaholics, eh bien, il y a effectivement cette notion de peur qui peut être sous-jacente. Alors, ce qui est important aussi de voir, c'est que là, on voit ces addictions qui vont être, on va dire, en aval. Enfin, ce que je vais expliquer, c'est-à-dire en aval, c'est-à-dire que je vais mettre en place
tous ces comportements du fait de ne pas être en capacité de gérer ses peurs et ses frustrations. Et du coup, ce qui est important, c'est de voir en amont comment je peux gérer ces peurs et frustrations pour ne pas tomber justement ensuite dans l'addiction. Et donc là, il s'agit bien de voir que tout se passe, en tout cas beaucoup de choses se passent pendant la phase d'apprentissage, c'est-à-dire pendant l'enfance et l'adolescence. C'est-à-dire que comment enfant et adolescent, j'ai appris et comment on m'a aidé aussi à accepter la peur et développer le courage, et comment on m'a appris à gérer la frustration, c'est-à-dire patienter, différer un plaisir. Comment est-ce qu'on m'a appris ça enfant? Si on ne me l'a pas appris, adulte, ça va devenir très difficile de se libérer de nos peurs et de nos frustrations. Et c'est pour ça que souvent les addictions, elles commencent dès l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est la période où c'est le plus compliqué de gérer les peurs sur un plan social et puis de gérer les frustrations parce que, en fait, en tant qu'adolescent, on a envie de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Donc c'est très compliqué. Et j'ai envie de dire maintenant que c'est d'autant plus compliqué dans la société dans laquelle on vit. Parce que beaucoup de choses ont tendance à nous faire peur. Beaucoup de choses. Et venant de l'extérieur, c'est comme s'il y avait des menaces permanentes. Là, en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, il y a une menace de guerre. Donc, il peut y avoir comme ça des menaces permanentes. Donc, je vais être soumis à ces peurs très régulièrement. Et au niveau des frustrations, tout doit aller toujours très vite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous aide à gérer nos frustrations. Je prends un simple exemple, mais c'est on va dire, révélateur de plein d'autres choses. Si j'envoie un message, eh bien et là on voit beaucoup ça chez les jeunes notamment, si on ne m'a pas répondu dans la minute qui suit, je vais mettre plusieurs points d'interrogation, l'air de dire mais quand est-ce que tu me réponds? Parce que plus de capacité à attendre et à gérer ce temps-là d'attente. Et ça, c'est, selon moi, c'est accentué par justement les jeux d'écran. C'est-à-dire qu'il y a une addiction, en tout cas une frustration, avant de devenir une addiction, une frustration si je ne finis pas ma partie. Les parents sont souvent confrontés à ça, c'est-à-dire que, et ceux qui créent les jeux savent très très bien ça. Il y a en fait des parents qui sont confrontés à leurs enfants qui, quand ils leur demandent de stopper leur jeu, les enfants, s'ils sont pleins dans leur partie, d'autant plus quand ce sont des jeux en ligne, ou s'ils cessent, ils perdent leur partie, ça va déclencher en fait de très grosses frustrations et donc de très grosses colères. Donc on voit bien que tout est fait actuellement pour rendre finalement de plus en plus addicts les êtres. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir en conscience ça, parce que si on ne l'a pas en conscience, finalement c'est pas si grave. L'enfant il se calme avec un jeu, puis on n'a pas conscience des conséquences que ça peut avoir. Or en fait on est en train de le mettre dans une incapacité à gérer la frustration, donc plus tard, adulte, déjà adolescent et adulte, à utiliser du cannabis par exemple ou de l'alcool pour essayer de calmer leur frustration. Donc c'est vraiment important pour moi de comprendre ça, et surtout si on est parent, et même si c'est difficile aujourd'hui dans nos sociétés de résister à ça, parce que comment permettre à nos enfants de résister à jouer justement à ces jeux, alors que peut-être 80, j'ai pas les chiffres, mais 80% des enfants actuellement, peut-être plus, jouent à des jeux, des écrans. Alors, je connais encore fort heureusement des enfants qui sont préservés de ça, et les parents résistent à ça, et c'est pas simple, mais ils permettent à leurs enfants de comprendre et de les préserver en leur permettant de continuer à jouer dans la nature, à fabriquer des choses, à être dans la créativité,
plutôt que d'être dans une passivité ou une activité dans l'écran, mais qui ne développe pas justement ni l'imaginaire ni la créativité. Alors maintenant que nous avons un peu expliqué les contours de l'addiction, il y aurait certainement encore beaucoup d'autres choses à dire. Eh bien, l'idée c'est comment je fais maintenant pour essayer d'aller vers un chemin qui va me permettre de me libérer de cette addiction. Parce que pour ceux qui en souffrent, et peut-être que vous faites partie des personnes qui en souffrez, eh bien, il y a en effet un emprisonnement. On n'est pas libre. D'ailleurs, pour moi, j'en parle souvent dans les vidéos, la vraie liberté, c'est précisément une liberté intérieure. C'est-à-dire, je me libère peu à peu de mes peurs et je me libère peu à peu de mes frustrations. Et là se situe ma vraie liberté. Ce n'est pas une liberté extérieure. Tant mieux si on en a une, mais la vraie, elle est surtout à l'intérieur de soi. Et c'est particulièrement vrai par rapport aux addictions, puisque dans l'addiction, c'est une véritable prison intérieure. Alors, comment faire? Eh bien, déjà, comme je l'ai dit, une des premières choses, c'est identifier votre comportement. C'est-à-dire, et je vous renvoie à la vidéo sur les colonnes de bec, je mettrai en dessous de cette vidéo le lien pour aller voir, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de vraiment identifier, parce que avec cet outil, vous allez vraiment voir eh bien, comment s'activent ces peurs et ces frustrations et toutes ces stratégies que l'on a tendance à mettre en place pour pouvoir supprimer justement ces tensions émotionnelles créées par ces peurs et ces frustrations. Donc de bien identifier ça, c'est-à-dire apprendre à se connaître déjà dans son fonctionnement psychologique. Ça pour moi c'est très important, c'est le point de départ. Et plus qu'identifier simplement nos peurs et nos frustrations, eh bien c'est de travailler quotidiennement dessus. Et comme nous sommes quotidiennement confrontés, alors plus ou moins avec d'intensité, à nos peurs et nos frustrations, tous les jours nous donne l'occasion de travailler dessus. Par rapport à la peur, eh bien comment je peux déjà identifier comment mes pensées peuvent me créer mes peurs, et puis comment je peux développer mon courage, c'est-à-dire que même si je suis dans la peur, eh bien je vais quand même expérimenter pour justement apprendre. Et par rapport à la frustration, j'en parle assez régulièrement, mais un exemple, c'est comment je peux apprendre à patienter et voir quand ça s'agite en moi, que je suis dans l'impatience, comment je peux apprendre à accepter cette impatience en moi qui m'agite et à la laisser venir, à l'accueillir pour justement la laisser passer et puis tranquillement accepter cette frustration en moi. Ensuite, c'est de savoir que en tant qu'être humain, nous sommes un homme tripartite, c'est-à-dire que nous fonctionnons avec de la pensée, avec des sentiments et avec de la volonté. Et tout ça est en lien d'ailleurs avec notre physiologie. La pensée, c'est plutôt le pôle neurosensoriel. Le sentiment, c'est plutôt le pôle rythmique. Et la volonté, c'est plutôt le pôle métabolique. Par rapport justement à ce fonctionnement que nous avons, pensée, sentiment, volonté, ce qui va être important, c'est de mettre de la conscience sur ça. Alors, mettre de la conscience d'abord sur les pensées, c'est-à-dire comment je peux identifier mon mental et ne plus adhérer à ce mental. Et ça, j'en parle très très souvent dans les vidéos, c'est-à-dire que la meilleure façon de prendre conscience justement, on va voir, de nos pensées, sentiments, volontés, eh bien c'est la méditation, notamment la méditation de pleine conscience ou de pleine présence, selon. Et donc cette méditation, pour comprendre, et là aussi je vous mettrai un lien sur une vidéo que j'ai faite par rapport à la méditation, parce que pour moi c'est vraiment important de pratiquer cela, mais on ne nous explique pas vraiment pour quelles raisons ça peut être utile, et surtout dans les addictions. Eh bien, parce que ça va nous permettre de nous décoller de notre mental, qui lui s'est construit, je le rappelle, par rapport à des blessures enfants, ou selon comment on a été aimé, comment on a été reconnu, et comment on a été sécurisé. Et là, on retrouve ce que je viens d'expliquer par rapport aux peurs et frustrations. Si je n'ai pas accès à ça,
ça va être compliqué de comprendre avant d'agir. Il faut savoir pour quelle raison j'agis sur ça. Donc, me décoller de mes pensées pour pouvoir justement avoir une compréhension de ce qui s'active en moi et me désidentifier de ces pensées. Mais ces pensées ne sont pas la réalité. On est tout le temps en train d'interpréter les choses. Donc déjà, d'avoir de la conscience sur comment je fonctionne au niveau de mes pensées. Puis après, au niveau des sentiments, et donc des émotions, c'est-à-dire eh bien, que mes émotions finalement arrivent du fait de ces pensées. Et puis parfois, si je n'arrive pas à identifier les pensées, au moins que je puisse accueillir l'émotion. Parce que l'émotion, rappelez-vous, elle est en lien avec quelque chose que je dois voir. Si j'ai une émotion, alors qui est en lien avec une situation où tout le monde serait universellement dans cette émotion, par exemple la peur, si on est menacé ou si on est devant un précipice, je ne parle pas de celle-là parce que celle-là elle est utile, elle est normale, je parle de celle qui va être créée justement par les pensées. Eh bien, à ce moment-là, c'est important d'accueillir cette émotion parce que cette émotion est en train de nous indiquer, je dis souvent que les émotions sont des panneaux indicateurs, qu'il y a quelque chose que nous devons voir en nous et que nous devons et comprendre et régler d'une certaine façon. Tant qu'on ne le réglera pas d'ailleurs, la vie va nous mettre des situations qui vont aller dans ce sens justement de comprendre. Et tant qu'on n'ira pas chercher, eh bien on y sera confronté. Et donc les pensées, les émotions, on peut tout à fait les conscientiser, repérer, les accueillir, peut-être transformer, commencer à transformer nos pensées. Par contre, là où il y a beaucoup d'inconscience et là où notre effort doit être redoublé, c'est la conscience de notre volonté. Et notre volonté, c'est donc cette partie métabolique qui va nous permettre d'agir dans le monde. Et là, on retrouve bien l'aspect du comportement dans les addictions. Et il y a des choses qui sont très automatisées en fait dans nos gestes, dans nos comportements. Eh bien, l'idée de cette pleine conscience, c'est effectivement de mettre de plus en plus de la conscience dans nos actes. Combien d'actes nous avons dans notre journée dont on n'est absolument pas conscient? Je vais vous donner 2-3 exemples. Quand on mange, si on ne pratique pas justement cette pleine conscience, on mange avec beaucoup d'automatisme. C'est à peine si on mâche, on engloutit ça, on a à peine mis quelque chose dans la bouche que la fourchette est déjà en train d'attendre pour remettre dans la bouche. Donc on n'a même pas conscience de ce qu'on est en train de manger. Et puis si on doit aller un peu plus loin dans la conscience, d'où viennent ces aliments, qui les a cultivés, enfin vous voyez, ça peut être à des années-lumière. Donc avoir cette conscience-là, dans l'acte de manger par exemple, ou un autre exemple, quand on se cogne, que ce soit le pied, la main, le coude, la tête, on voit bien qu'à ce moment-là, on n'avait pas du tout la conscience de ce que faisait notre corps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se cogne. Donc voilà, en fait, il y a une inconscience assez généralisée de nos gestes. Donc là, d'où l'importance de mettre aussi de plus en plus de conscience à cet endroit-là. Et puis, il y a autre chose. Alors là, je sais que peut-être tout le monde ne me suivra pas, mais ceux qui voient ma chaîne comprennent que j'ai à la fois une vision psychologique de notre fonctionnement, et donc de l'être humain, mais j'ai aussi une autre vision qui va au-delà de la psychologie, qui est la spiritualité. C'est-à-dire que pour moi, nous ne sommes pas faits que de chair et d'os et dans un monde matériel, avec juste un cerveau qui produit nos pensées et puis toute notre activité physiologique. Donc je pense que nous avons en effet une activité de conscience qui n'est pas reliée justement simplement à notre corps, qui est en lien avec notre corps. Mais donc en fait, pour moi, par rapport aux addictions, et puis je dis pas que j'ai raison, je parle de ça par rapport à mon expérience d'accompagnement des personnes, c'est d'aller sur je vais appeler ça comme ça, sur un chemin spirituel. Alors,
je ne parle pas de religion là, hein, je parle de spiritualité, c'est-à-dire de comprendre que justement nous sommes un corps, une âme, un esprit. C'est-à-dire que derrière toutes les choses, il y a ce monde-là. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a les alcooliques anonymes. Eh bien, pour quelles raisons ils arrivent à accompagner des personnes qui sont dans des addictions très fortes au niveau de l'alcool? Eh bien, parce qu'il y a cette reliance-là. Il y a une reliance à plus grand que soi, à une sorte de transcendance en fait de simplement l'aspect humain terrestre. Et c'est ça qui va aider. Alors il y a d'autres choses bien sûr, hein, le fait d'être soutenu par le groupe, etc. Mais il y a quand même comme fondement ceci. Et derrière ce que j'entends par spiritualité, c'est qu'il y a plus une recherche dans ce qu'on appelle l'horizontalité, de régler nos problématiques et nos blessures de l'ego. Il y a une verticalisation de notre être, et cette verticalité, elle va bien chercher à quelque chose qui est en lien avec plus grand que soi. Et pas simplement se fonder en tant qu'homme et de trouver d'espérer trouver une solution par l'intermédiaire des autres, par leur regard ou par l'intermédiaire de produits. Là, on se fourvoie et on voit bien comment on est amené à des addictions qui vont nous perdre en fait. Alors, autre chose que je voulais dire, c'est que sur ce chemin spirituel, pour moi, il y a, c'est pas justement de décoller du plan terrestre, c'est tout le contraire, c'est plutôt spiritualiser la matière. Et la matière qui est notre corps. Et y amener en fait de l'esprit, ça veut dire, pour moi, prendre conscience que notre corps, c'est vraiment l'instrument de notre esprit, de notre âme qui va pouvoir vivre des expériences pour grandir en conscience. Ça veut dire que notre corps, il est d'une extrême importance. Et là aussi, il y a cette conscience-là que pourquoi on dit prendre soin de soi, soin de son corps? Parce que c'est précisément ce véhicule qui abrite notre conscience qui va permettre de vivre des expériences. Si j'abîme ce corps-là, je ne lui permets plus de vivre ces expériences qui lui permettent de faire grandir la conscience. Donc, de vraiment commencer à voir que le corps, il est beaucoup plus que quelque chose là qui nous transporte et il est essentiel. D'ailleurs, je parlais d'inconscience tout à l'heure par rapport à notre métabolisme, à notre volonté, mais à l'intérieur de nous, comment tout fonctionne, on a une inconscience totale. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Donc, c'est aussi pour ça que finalement le corps, il n'est pas si précieux que ça. Alors qu'il est très précieux. Et c'est vraiment important que quand on a une addiction quelconque, eh bien, on soumet notre corps à on va dire des désagréments. Et d'ailleurs, le corps va nous le renvoyer, va nous rappeler à l'ordre, va nous dire eh bien, combien on est en train de le malmener, de le maltraiter, et au final de se maltraiter soi, de maltraiter justement cette conscience qui nous habite. Et sur ce chemin spirituel, pour moi, il y a aussi bien, les arts. Ça peut aider beaucoup les personnes qui sont effectivement dans les addictions. Alors pourquoi les arts? Parce que si on regarde bien, eh bien, par exemple, la musique va être une recherche plutôt en lien avec l'ouïe. Donc les sons peuvent nous faire du bien. Et donc là, on voit bien combien notre corps, il nous a dotés d'oreilles pour entendre, pour la plupart d'entre nous en tout cas, et c'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions entendre des sons. Et selon les sons que l'on va entendre, eh bien, ça va vibrer. Je vous renvoie à la cinématique où on voit le sable qui, avec le son, va produire des formes, ce qui est assez incroyable. Je vous mettrai une vidéo aussi pour montrer ça. Eh bien, sachez que notre corps et nos cellules vont vibrer également par rapport à ces sons. Et donc, d'ailleurs, là encore, on n'a pas conscience que selon les sons que l'on entend, eh bien, ça va faire vibrer nos cellules à une certaine fréquence et c'est une information, cette fréquence. Donc, quand j'entends des sons
qui sont électroniques par exemple, ou des paroles qui sont haineuses, eh bien, l'air de rien, je suis en train d'alimenter mon corps par des vibrations qui ne sont pas bonnes pour lui. Et si j'ai pas de conscience de ça, ben, j'écoute ça, et ça, sans conscience de ce que ça peut faire en moi, insidieusement. Donc les sons, et c'est pas pour rien que la musique classique, alors évidemment tout le monde n'aime pas la musique classique, mais ce sont des sons qui peuvent être presque purs en fait, et qui peuvent amener justement des bonnes vibrations, une bonne fréquence pour le corps. Ensuite, il y a la peinture. La peinture, là, ce sera plutôt du domaine de la vue, avec les couleurs. Comment je peux apprécier les nuances, les couleurs. Et là encore, la vie nous a dotés de la vue. Là encore, pour la plupart d'entre nous, c'est pas pour rien. C'est pour que justement nous puissions apprécier ces couleurs. Ensuite, il peut y avoir le modelage. Alors le modelage, bien ça, c'est plutôt en lien avec le toucher, avec les mains. Et là encore, eh bien, si justement je n'ai pas la chance d'avoir l'ouïe ou la vue, je peux avoir quand même le toucher. Et donc dans le toucher, je peux avoir des sensations. Et là encore, heureusement que j'ai ce corps-là. C'est le corps qui me permet d'avoir ces sensations qui peuvent effectivement avoir un aspect thérapeutique. C'est pas pour rien qu'il existe de l'art-thérapie. Ensuite, la danse qui va être plutôt en lien avec le mouvement. Donc le corps en mouvement. Et comment je peux me réapproprier mon corps et sentir mon corps dans le temps et dans l'espace grâce à la danse, quelle que soit la danse, ou une pratique corporelle. Je parle de la danse, mais ça pourrait être du yoga, du tai chi, du qigong, du wutuao. C'est toutes sortes de pratiques qui permettent de se réancrer dans ce corps, de réhabiter ce corps. Puis il y a la cuisine. Voilà, qui elle va être en lien avec les goûts, le goût et l'odorat. Donc la cuisine permet ça. Donc si je fais des ateliers cuisine, eh bien, je vais pouvoir retrouver ces sensations-là. Donc vous voyez l'importance du corps en fait. Et comment on le malmène par la malbouffe, par le fait de ne plus avoir chez les enfants, de ne plus leur permettre de toucher des matières naturelles. Tout est synthétique. Par la vue d'images qui vont très vite, par des sons, comme je viens de le dire, qui peuvent être agressifs. Vous voyez combien en fait on est en permanence attaqué, comment le corps est en permanence attaqué. Comment on veut être bien dans son corps avec tout ça? Donc pour moi, c'est une voie de guérison. Et vous voyez que dans l'art justement, eh bien ça peut aider à cela, ça peut aider à... parce qu'on voit bien que soit la peur, je ne suis pas à la hauteur, non mais de toute façon je ne sais pas peindre, ou je ne sais pas faire de la musique, ou ça va être du côté de la peur, ou du côté de la frustration, c'est « Ah non mais moi je voudrais savoir faire une super peinture sans apprendre », ou jouer de la musique, du piano, du violon, tout ce que vous voulez, et ne pas mettre les efforts nécessaires pour pouvoir eh bien, petit à petit acquérir un certain niveau. Si je veux tout de suite, la vie ne fonctionne pas comme ça. Donc on voit bien combien cela peut nous faire travailler à ces endroits-là. Après, c'est rechercher le sens, et le sens qui a plusieurs sens justement, c'est-à-dire la direction de notre vie. Quelle est notre direction? Et chez les jeunes, en fait, ça devient de plus en plus compliqué. C'est quoi la direction dans ce monde chaotique? Puis après, il y a le sens de, eh bien, quelle compréhension, dans le sens de comprendre les choses. Et puis le sens, justement, comme on vient d'en parler, du sens corporel, des sensations. Donc, de vraiment travailler dans ces trois directions, dans ces trois acceptions du mot sens. Et puis ensuite, je vais le mettre là, parce que c'est en filigrane, on va dire, rechercher le bon, et donc la bonté, le beau,
tout l'esprit qu'il y a derrière la nature, et là on va le retrouver avec les arts, et le vrai. Donc essayer de trouver cette vérité à l'intérieur de soi, et non pas cet ego qui lui pense détenir toute la vérité alors qu'il n'a qu'un seul point de vue. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Alors peut-être qu'elle n'aborde pas tout l'aspect des addictions, mais j'espère qu'elle vous donnera quand même une certaine compréhension déjà, et peut-être quelques clés pour savoir quelles pistes vous pouvez prendre, quel chemin vous pouvez prendre pour vous aider si vous êtes confronté à cette difficulté. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.